Et ça va permettre, si tu veux, dès le départ de l'initiative, de voir un peu la projection financière, la projection business sur les objectifs de la boîte, et puis de suivre aussi tout ça ensuite plus tard. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Canton-Loga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et merci d'être là. Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Ce que je te propose, c'est la tradition des Product Leader Stories. C'est tout simplement de te présenter, de nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui. Okay. Eh ben écoute, merci Martin, merci pour l'invitation. Je suis ravi de participer à cette série de vidéos que j'ai d'ailleurs regardé sur 3-4 épisodes là ces derniers mois avec des gens assez passionnants, certains que je connais. Donc moi je m'appelle Nicolas Oisel, je suis CPO chez Bien Ici, qui est un portail immobilier qui se hausse dans le trio de tête des portails immobiliers français, avec quinzaine de millions de visites mensuelles en moyenne. Voilà, il y a certains mois où c'est beaucoup plus. Il y a une vraie saisonnalité dans l'immobilier. C'est un portail qui a 10 ans. Enfin, qui a presque 10 ans, en fait, nos 10 ans en décembre, et c'est un portail pour lequel je travaille depuis 5 ans, en 2 saisons, mais je reviendrai peut-être dessus. C'est un portail donc qui a été créé par les professionnels de l'immobilier pour eux-mêmes, finalement, pour essayer d'avoir leur propre outil et petit à petit ne plus passer par des plateformes un peu historiques dont les tarifs étaient et sont toujours en tout cas peuvent être exorbitants pour certains acteurs du marché. Voilà, donc portail que je connais bien, dans lequel j'ai été PM. Je suis parti et je suis revenu en tant que CPO il y a maintenant presque 1 an et demi. Voilà. Ça fait 22-23 ans que je bosse maintenant. J'ai commencé dans la musique puisque j'avais à l'époque 2 passions quand je sortais de licence. J'avais la passion pour la musique et les mobiles. Les mobiles, voilà, ces petits téléphones qu'on avait avec 2 lignes monochromes, etc. En tout cas, j'étais passionné de ça à l'époque. Je pense que je changeais de téléphone toutes les semaines, je me débrouillais pour les échanger, etc. Et j'avais une vraie passion pour ce que ces téléphones commençaient à amener petit à petit. Donc j'avais en tête qu'un jour on aurait de vrais services mobiles chacun sur nos téléphones. En tout cas, voilà, j'ai commencé à bosser dans la musique en alternance, donc c'était un secteur dans lequel je voulais avoir une première expérience pour voir ce que ça donnait. Ça l'a pas fait parce que c'était à l'époque l'explosion des plateformes comme Casa, LimeWire, bref, toutes ces plateformes sur lesquelles on pouvait télécharger légalement, mais surtout illégalement, Napster, etc. Et donc voilà, j'avais en tête de proposer un poste de responsable de promo digital qui n'existait pas vraiment à l'époque, et donc j'ai plus ou moins créé ma fiche de poste, et le boss de la boîte à l'époque du label l'a pas compris, donc j'ai décidé de partir et je suis rentré chez Freever, qui était une start-up de l'époque. C'est un peu la bulle d'explosion, la bulle internet de l'époque, etc. Donc Freever était une boîte qui proposait des services en marque blanche et en marque grise, des services de chat aux 3 opérateurs historiques, donc Orange, SFR et Bouygues, des services de chat sur le WAP, vous voyez le WAP pour les plus anciens, iMode et SMS. Et donc moi j'étais en charge de SFR Chat, qui était la plateforme de chat de l'opérateur, avec 200 000 utilisateurs mensuels, donc c'était quand même pas mal. Et puis je suis resté 3 ou 4 ans dans cette boîte-là, et ensuite je suis rentré en agence, successivement dans 2 agences de marketing mobile,
pour gérer les stratégies et le développement de grosses boîtes et de plus petites, enfin vraiment de boîtes internationales et de boîtes françaises de tailles diverses et variées. Donc mise en place de leur stratégie, accompagnement dans la stratégie mobile et puis développement de leur projet, de leurs produits. Et il se trouve que je suis arrivé au moment où l'iPhone est sorti, Android également. Donc j'ai eu la chance de vivre cette période assez folle où toutes les marques voulaient être présentes, peu importe la forme, mais en tout cas voulaient être présentes. Ouais, exactement, la folie du mobile. Tous les ans, c'était un peu la blague. Hein, c'était cette année, c'est l'année du mobile, et ça se passait d'année en année. Mais voilà, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de marques, pas mal de marques de médias, donc tu vois TF1, Dailymotion, Canal+, de marques de luxe, L'Oréal, Chanel, de marques aussi comme Leclerc avec le manège à bijoux, de marques comme c'est Telem, il me semble, avec le petit bonhomme vert, le truc de crédit, etc. Voilà. Et donc c'était une époque assez passionnante. Et donc j'ai été recruté au bout de quelques années par un de mes anciens clients qui était chez TF1, qui était passé chez Avant Darlouet, Stéphane Anfosso, qui maintenant travaille toujours dans l'immobilier d'ailleurs, chez Figaro. J'ai été recruté pour rentrer dans l'équipe mobile, produit et mobile, pardon, d'Avant Darlouet, qui se développait. Et donc voilà, j'ai fait le switch vraiment de projet au bout de 10 ans vers produit, finalement comme beaucoup de personnes, tu vois, un peu de mon âge qui sont un peu des papis du projet et du produit. Mais dès que tu dépasses les 40 ans, je dirais, sur notre secteur, généralement on est sur des gens qui ont fait du projet et qui ont vécu la vague produit au début des années 2010, quoi. Voilà. Même projet traditionnel, projet numérique, digital et après produit. Tu vois, je suis un pur produit des projets et des produits numériques, et donc j'ai bossé exclusivement sur des produits, en tant que product people, hein, sur des produits immobiliers, puisque j'étais chez Avant Darlouet pendant 4 ans, dont 1 an après le rachat par Le Bon Coin. Donc période assez folle, hein, de se faire racheter aussi par Le Bon Coin, de vivre la transformation aussi du Bon Coin de l'intérieur. Ils te rachètent pour accélérer sur la verticale IMO, donc c'est assez passionnant à vivre. Et puis ensuite, je suis arrivé chez Bien Ici par le biais des cofondateurs qui étaient d'anciens de chez Nexity. Nexity était un de mes clients de l'époque quand j'étais en agence. Et donc voilà, je suis arrivé chez Bien Ici, je suis resté 2-3 ans, j'ai fait 2 ans de conseil chez vos confrères de chez Wivoo. Pareil, période assez passionnante. Et puis me voilà de retour chez Bien Ici en tant que CPO, avec une équipe dont je suis assez fier, et on fait pas mal de belles choses sur ce secteur. Voilà. Excellent. Et tu vas nous dire comment tu exploites ce levier, peut-être de l'expertise sectorielle aussi, hein, qui est quand même un gros sujet, et à quel point, selon toi, c'est prégnant ou pas dans le mode du produit. Donc ça, je le garde après, on en rediscute. Peut-être pour faire un zoom sur Bien Ici, l'équipe digitale, tech, IT, c'est quoi, comment vous vous placez dans l'organisation, les équipes produits, quelles sont-elles, c'est quoi le découpage, c'est quoi les produits qu'il peut y avoir, les produits qu'il y a derrière. Tu as parlé pas mal du portail, mais je suis curieux de savoir s'il y en a d'autres ou pas. Voilà, comment vous êtes structuré, comment vous êtes organisé aujourd'hui, et notamment peut-être aussi avec des fonctions métiers, business. Eh ben écoute, on est 160 dans l'équipe. Moi j'ai connu, donc je te dis, je suis arrivé 5 ans après la création de la boîte, donc on était, je pense, une trentaine. Maintenant on est 160. 160, dont une soixantaine au digital. Le digital, c'est quoi? C'est le produit, c'est la tech, c'est la R&D innovation, et c'est la data. Au produit, on est 9, donc il y a moi la direction. J'ai 3 lead PM qui sont chacune qui sont responsables d'une tribu. Voilà, donc j'ai une tribu B2C, une tribu B2B, une tribu 3D carte. Chacun de ces leads a en dessous un PM qui est en charge d'une squad. Donc en gros, une tribu, c'est 2 squads. Le lead PM est également responsable d'une squad, enfin en tout cas PM d'une squad, voilà.
J'ai un lead UX/UI que j'ai recruté il y a quelques mois, qui n'existait pas, qui est un poste qu'on a créé. Il y avait un vrai besoin là-dessus. Et puis j'ai un PM qui n'a pas de lead au-dessus, alors oui, presque transverse. En tout cas, il est sur des sujets sur lesquels il est un peu autonome et il n'y a pas besoin forcément d'avoir quelqu'un au-dessus de lui. Donc c'est des sujets plutôt plateforme, RGPD, etc. Ah ok, sur la compliance aussi, non? Exactement. Donc et puis c'est une équipe qui historiquement fait aussi beaucoup de gestion de dette technique, voilà, ce genre de choses. Donc voilà comment on est constitué. Donc voilà, je te dis une soixantaine au digital. Le reste, c'est les stakeholders, les équipes métiers, le marketing, la com, le support client, et évidemment une grosse équipe commerciale terrain dispatchée partout en France pour répondre aux besoins problématiques de nos clients immobiliers. On a 15 000 clients sur toute la France, donc principalement des agents et des promoteurs. Plutôt un métier B2B2C. B2C, exactement. On a à la fois le fait de devoir répondre aux besoins de nos clients professionnels, et puis le fait de pouvoir matcher avec les besoins de nos utilisateurs finaux. Nous, notre ambition, comme n'importe quel portail immobilier, j'ai envie de dire, enfin en tout cas la plupart de ceux qui existent et de ceux qui sont sur notre secteur en France, notre mission, c'est de mettre en contact des personnes qui ont un projet immobilier, quel qu'il soit, donc vendre, acheter, louer, investir, vendre pour investir, enfin voilà, en tout cas des gens qui ont un projet, de les mettre en contact avec les professionnels, les professionnels qui vont leur permettre de répondre à ce besoin et de matérialiser finalement ce projet. Nous, c'est notre mission et notre vision pour y répondre, notre vision qui est historique et qui n'a pas trop changé ces dernières années, finalement, c'est de permettre aux porteurs de projets de se projeter le plus possible dans la matérialisation de en tout cas le fait de mettre en place vraiment tout ce qui est possible de faire pour aboutir à ce projet. Donc vraiment une projection dans un projet, ou le fait aussi de ne pas se projeter. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que mes utilisateurs aient tout ce qui leur permette est sous la main finalement, et qu'on leur serve sur un plateau, tout ce qui leur permette de se dire ah oui, ce professionnel-là, je vais me tourner vers lui parce que je pense que cette annonce ou ce projet, etc., répond à mon besoin. Ou à l'inverse, se dire au bout de quelques secondes, ah ben non, en fait, là j'ai tous les éléments qui me permettent de ne pas aller vers ce pro et de me tourner peut-être vers un autre en continuant ma recherche. Et ça passe par je dirais un peu le cœur du réacteur en termes de produits, en termes d'offres et de fonctionnalités. C'est une carte 3D dont on est propriétaire, qu'on a refaite d'ailleurs là sur les 18 derniers mois complètement. On en reparlera peut-être, mais c'était un gros enjeu. Voilà, donc la carte qui est historique, qui a longtemps et qui est toujours vraiment été le cœur du réacteur et dont on arrive à finalement à rendre jaloux un certain nombre de nos confrères. Voilà, c'est une carte dont on est très fier, qui on pense vraiment répond de plus en plus. Elle a toujours été comme un produit qui peut paraître un peu shiny, mais qui vraiment est là pour permettre d'avancer sur un projet immobilier de manière assez précise, assez sereine. Et donc cette carte, on l'a refondue. La carte, elle est portée donc par une de mes 3 tribus. Donc j'ai une tribu 3D carte. Et donc tout est fait en interne. Tout est fait en interne, que ce soit la carte, tout ce que tu as en 3D sur la carte. Typiquement, un promoteur veut avoir la modélisation 3D d'un programme immobilier sur la carte. Elle est faite directement chez nous pour qu'on la fasse ressortir de terre. Voilà. C'est marrant parce que dans votre organisation, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 personas tribe, quoi, un B2C, un B2B. Ouais. Donc la question c'est pourquoi pas plus de découpage, et ça tu vas peut-être nous expliquer.
peut-être par investisseurs, acheteurs, offreurs. Et pourquoi j'imagine que c'est un asset technologique hyper important, la carte, donc et que vous avez isolé. Est-ce que vous avez vocation à monter d'autres équipes sur des assets technologiques de ce point de vue-là? Pourquoi l'avoir sorti? Parce que j'imagine que ça sert autant le B2B que le B2C. Exactement, ouais. En fait, c'est des équipes. Alors, donc je te le disais, j'ai une tribu B2C qui s'occupe essentiellement, voilà, des sujets front à destination de nos utilisateurs finaux, qui va évidemment avoir des interconnexions et des interdépendances avec l'équipe 3D carte, donc la tribe 3D carte. Dans cette tribu 3D carte, j'ai une squad 3D et une squad carte. Les deux équipes bossent évidemment ensemble, et j'ai une tribu B2C qui est plus là à bosser sur des sujets de mise en place d'offres qui sont montées avec le marketing, donc vraiment de trouver le bon périmètre fonctionnel pour servir les enjeux de nos pros. Il y a évidemment toute une logique, et ça c'est porté plutôt par ma lead PM sur cette tribu-là, une logique d'industrialisation de tout ce qui est flux, puisque nous, nos 15 000 clients, il faut qu'on reçoive automatiquement et le plus vite possible leurs annonces pour les diffuser à nos utilisateurs. Donc tu vois, on a ce découpage effectivement B2C, B2B, 3D, carte et puis UX, UI, mais toutes les équipes bossent ensemble. C'est plus de se dire, il faut que chaque équipe ait un peu sa spécialisation, soit focus sur un sujet. Pour ne pas justement partir dans tous les sens. Chaque équipe a sa North Star métrique, qui est plutôt long terme, tu vois, mais moi je leur demande vraiment systématiquement de vérifier que les sujets sur lesquels ils bossent vont toujours en direction de cette North Star. La North Star de telle tribu est complémentaire à la North Star de telle équipe, et donc quand tu mets bout à bout finalement ces North Star, ça te permet d'aller en direction de la vision qu'on s'est fixée, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je profite des sujets d'alignement North Star, etc. Justement, ton œil, toi en plus, qui a fait un aller-retour dans cette entreprise, comment tu vois la discipline du product management, les pratiques produits? En plus, tu as fait du conseil, donc tu as quand même un benchmark assez intéressant, je pense, de la maturité produit de l'organisation, même si, bon, ce terme-là, il peut être mal perçu, mais c'est plus de dire, est-ce que c'est des pratiques à l'état de l'art? Est-ce que c'est assez avant-gardiste, ou est-ce que vous êtes plutôt en construction d'un framework produit pour X raisons? Entreprise assez jeune qui a une scalabilité assez forte, donc est-ce que justement elle a une culture product led growth par nature, ou pas du tout, et il y a quand même eu beaucoup de chemin de fait? Voilà, comment tu vois les choses en tant que CPO là-dessus? Je dirais que, alors, moi j'ai toujours été, en tout cas quand j'étais chez l'annonceur, chez l'éditeur, donc avant de rallouer Le Bon Coin, et bien ici, j'ai toujours été, et par choix, dans des petites équipes. Et c'est des petites équipes dans lesquelles tu peux faire venir des gens qui ne sont pas forcément des product people à la base, et que tu fais monter en compétences sur des sujets. C'est plus simple je trouve, de faire monter en compétences des gens sur du produit dans des petites équipes que dans des grosses équipes. C'est ma vision du truc, hein, mais c'est plus ou moins ce que j'ai toujours vu aussi, même quand j'étais dans le conseil, tu vois. Tu vois, franchement, j'ai une super équipe, je suis très content. C'est aussi pour ça que je suis revenu chez Bien Ici, parce que je connaissais une bonne partie des gens qui étaient là. Mais il y a des gens qui sont dans l'équipe qui ne sont pas du produit à la base. J'ai des gens qui étaient plutôt dans le marketing à la base, qui étaient chefs de produit. Typiquement, ma PM sur la carte n'est pas PM à la base, elle était plutôt côté marketing, côté offre B2B. Et donc, c'est des gens qui ont la volonté de monter sur le produit, de monter en compétence un peu eux-mêmes, j'ai petite équipe qui pose beaucoup de questions, qui n'hésite pas à se remettre en question aussi. On est aussi une équipe qui, qui se prend pas trop la tête. Donc effectivement, on a un certain cadre qu'on respecte, mais on n'hésite pas aussi un peu à en sortir, à se poser les bonnes questions, à
voilà, à faire. On est beaucoup dans la rétro pour dire ok, qu'est-ce qui a pêché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, etc. Donc nous on est en Scrum aujourd'hui, historiquement. On est en Scrum. J'ai parlé des squats tout à l'heure. On est sur des sprints de 3 semaines. On est voulu, pas voulu pour. Alors, l'équipe technique qui a monté la plateforme et notamment la carte est historiquement en Scrum. Je trouve que jusqu'à aujourd'hui, ça a bien marché. Et tu vois, on est exactement là cette semaine en pleine réflexion sur est-ce qu'il faut pas qu'on casse un petit peu les codes et qu'on aille sur autre chose. Donc voilà, la réflexion est en cours. On va peut-être partir sur du Scrum Ban. J'ai une réflexion là-dessus parce que pourquoi Scrum Ban, vraiment rigueur un peu des rituels et puis ça permet aussi de pas trop changer les habitudes, mais ce qui change vraiment c'est le côté tu n'as plus de sprint, donc tu es un peu en livraison continue et tu n'as plus un peu ce stress de dire ok j'ai 3 semaines pour livrer ce truc. Je vais renier un petit peu sur mes tests, je vais renier un petit peu sur mes critères d'acceptation, sur la qualité du code, etc. Donc Pour livrer vite, quoi. pour livrer vite, alors qu'en fait j'ai envie de me dire est-ce que j'ai pas plutôt envie que un sujet qui j'en sais rien, un sujet à 3 ou 5 points qui va être livré en 2 jours, je le ship au bout de 2 jours et il va pas arriver en même temps que le reste des sujets au bout. Donc voilà, question là-dessus, question du moment. Et à laquelle, si tu veux, on convie évidemment tout le monde. Donc il y a la semaine dernière, on a organisé vraiment une grosse rétro pour se dire voilà un peu le constat actuel. Est-ce que vous le partagez? Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires que vous voudriez évoquer? Donc j'en parle ni plus ni moins demain en cercle un peu plus fermé avec mon confrère CTO, mon confrère directeur R&D Innovation et notre DGA en charge du digital qui est Tocomex et qui du coup pourra nous aider à porter le sujet côté Comex. Voilà. Donc petite équipe qui sait se remettre en question, qui fait preuve de beaucoup de rigueur, qui arrive à vraiment apprendre aussi suffisamment d'autonomie sans forcément passer par moi pour tout valider. Mais voilà, encore une fois, Scrum, peut-être Scrum Ban, peut-être autre chose. Je suis pas fan du shape-up typiquement, mais j'ai une réflexion sur le shape-up. J'ai vu un article là il y a quelques jours du Ticket qui parlait de, je crois que de Penny Lane qui était passé en shape-up. C'est un truc auquel je pense depuis pas mal de temps, mais je suis plus convaincu par le Scrum Ban que par le shape-up. Voilà. Ok, non, très clair, très clair. Et tu me disais, tu me posais une question sur la maturité produit au sein de la boîte aussi, c'est ça? Exactement, de manière globale, parce que jeune boîte, grosse croissance. Ouais. Je me dis, ils ont peut-être eu la chance aussi de naître avec le numérique. Alors, et ça, tu vas me dire ou pas, je suis pas super renseigné sur le sujet en étant transparent. Est-ce que vous êtes adossé à un réseau qui vous a permis de grandir là-dessus? Et en fait, parce que l'immobilier, c'est un marché pour moi qui a été très vite dans le digital par marche forcée, parce que les clients ont vite bifurqué là-dessus, de l'annonce papier à l'annonce numérique. Mais je pense que tu as un niveau assez variant entre des cultures traditionnelles qui sont passées au digital et du coup au mode produit par essence, et aussi des pure players qui sont venus disrupter un petit peu ce marché. Donc savoir un petit peu comment vous vous positionnez, et est-ce que tu as dû faire ou tu dois faire du travail d'évangélisation produit dans l'organisation, structurer ça, ou est-ce que c'est assez naturel in fine chez vous et t'es plus à améliorer et aller vers des pratiques de plus en plus poussées? Ouais. Alors tout à l'heure tu parlais de product led growth. Je pense que ça l'a été au tout début, puisque c'est un produit qui a été, en tout cas c'est ouais exactement. En fait typiquement tu vois, bien ici, dès le départ communiquer sur le fait d'avoir une carte que les autres n'ont pas et n'ont toujours pas d'ailleurs.
Donc ça a été vraiment poussé, porté par cette innovation de cartes qu'on continue de pousser toutes les semaines, sprint après sprint, même s'il y a beaucoup de choses en back et qui ne sont pas forcément visibles côté user tout de suite, mais en tout cas, on continue de pousser la carte. Et donc voilà, ça a été une boîte qui a été portée par la carte, et qui, je pense, à un moment donné, et c'est normal, t'es challenger, je pense à un moment donné, tu dois switcher sales. Et je trouve ça pas choquant. Exactement. On est c'est un secteur ultra concurrentiel. On a à côté de nous des boîtes qui ont des équipes produits et tech qui sont multipliées par 10 par rapport à nous, voire plus, tu vois. On a derrière nous aussi des petites startups et des boîtes qui sont 4 ou 5 et qui dépotent aussi, et c'est fascinant aussi de les voir avancer. Moi je m'inspire, je regarde pas mal les boîtes effectivement qui avancent sur ce secteur et qui amènent des trucs complètement innovants, de malades, et on s'en inspire. Moi, je trouve ça fou, quoi. Donc c'est une boîte qui a été portée par la partie produit au début, ensuite évidemment une phase d'accélération. Aujourd'hui, je te dis, on est passé de l'époque où moi j'étais, on était 30, on est 160. Évidemment, pour passer à autant de monde, tu as besoin de vendre, tu as besoin de prendre des parts de marché. Je te dis, on est 3e aujourd'hui du secteur et il faut qu'on continue à aller encore plus loin. On va peut-être passer sur un mix entre vraiment du PLG et du SLG, où il faut maintenant qu'on arrive aussi, je pense de plus en plus à scaler le produit et nos innovations. On a plein de choses qui arrivent pour scaler nos ventes. Et donc voilà, phase aussi super intéressante. Mais pour revenir aussi au fond de la question, qui est: est-ce que le produit est bien accepté en interne? Il est de plus en plus accepté. Moi, mon taf aussi en tant que CPO, c'est d'évangéliser aussi en interne, tu vois, de porter des idées, de porter une manière de faire, de pas partir bille en tête sur une idée sans forcément justement réfléchir au ROI de la chose. Même si effectivement des fois t'as un comex qui dit bah ok, écoute, on a eu telle ou telle information, faut partir sur ça, basta, et t'as pas forcément ton mot à dire ok, pas de souci. Par contre, on va quand même réfléchir à comment démontrer que exactement, et puis mettre les bons KPI pour prouver que ça marche ou que ça marche pas et qu'il va falloir rectifier le tir. Mais en tout cas, à tous les niveaux de la boîte, j'essaye maintenant de faire comprendre cette logique de ROI et de logique de discovery qu'on avait peu avant que je parte et qu'on a maintenant de plus en plus. C'est-à-dire que et ça c'est étroitement lié aussi, en tout cas je le lie vachement aux outils qu'on utilise. On était historiquement sur GitLab parce que l'équipe technique utilisait GitLab, qu'on utilisait comme à la fois pour gérer le code mais aussi gérer les tickets. Tout, exactement, le wiki de GitLab, etc. Donc vraiment mono-outil. Et quand je suis revenu l'an dernier, j'ai tout fait passer sur Jira, donc sur la suite Atlassian. Jira Discovery, vous avez... Exactement. Et donc l'idée, c'est vraiment de partir sur une logique de on utilise la suite à toutes les étapes. Et on embarque toute la boîte à toutes les étapes. Donc là, c'est en train de prendre, mais c'est un peu pas aussi vite que je le voudrais, mais effectivement, j'ai mis en place Jira Product Discovery pour que n'importe qui dans la boîte puisse proposer des sujets, des initiatives sur lesquelles on doit obligatoirement placer 1 ou 2 objectifs stratégiques de la boîte. Si tu ne lis pas, c'est dans le format du ticket, tu ne peux pas soumettre ton ticket si ce n'est pas raccordé à au moins un des objectifs de la boîte. Alors, on n'est pas encore sur des OKR, j'aimerais bien. On sent, mais si tu veux, pareil, c'est des choses que j'ai vues quand j'étais dans le conseil. Les OKR, tout le monde trouve ça génial jusqu'au moment où il faut vraiment le mettre en place. C'est difficile. Donc, j'ai la chance d'avoir une direction qui a compris la logique, une direction, un COMEX, plutôt qui a compris la logique d'avoir vraiment des objectifs clairs. Donc on a la vision, on a des objectifs stratégiques à l'année. En l'occurrence, on en a 5, je vais pas forcément les citer, mais on en a 5, et on a
en plus 5 auto-objectifs qui sont plutôt long terme. Mais donc ces 5 objectifs ou ces 10 objectifs plutôt long terme, avec priorité aux 5 de l'année, sont disponibles dans Jira Product Discovery. N'importe qui peut proposer des sujets, donc on a un template, tu proposes ton idée, tu dois indiquer le ou les KPI qui vont permettre de vérifier que ça marche ou que ça marche pas. On essaye de mettre, je leur demande aussi un RICE, qui va permettre de se projeter un petit peu plus, alors un RICE un peu haut niveau si tu veux, mais dans la partie effort notamment, je demande à ce que chacun puisse mettre l'effort global que ça va demander, pas que l'effort technique, notamment quand un sujet arrive en amont, on ne sait pas forcément ce que ça va prendre en termes de dev, mais l'effort financier aussi, tu vois. Est-ce qu'on va devoir passer par un prestataire? Est-ce qu'on va devoir utiliser un autre outil qu'on a SaaS qu'on n'a pas forcément? Est-ce qu'il y aura de l'achat de matériel physique? Ouais, tu vois, un achat de matériel, est-ce que on va devoir recruter aussi pour ça? Bref, une logique d'effort. Et ça va permettre, si tu veux, dès le départ de l'initiative, de voir un peu la projection financière, la projection business sur les objectifs de la boîte, et puis de suivre aussi tout ça ensuite plus tard, et de découper cette initiative, cette macro-initiative qui va peut-être devenir un épique dans Jira, découper en fonctionnalités, découper en task ou user story, etc. Et donc cette suite-là, si tu veux, de KPI et de ROI, je demande vraiment qu'elle soit présente à tous les niveaux. Et donc la moindre task ou user story que tu vas créer pour aller impacter ta feature, pour aller impacter ton épique et aller impacter plus haut l'objectif stratégique de la boîte, la task ou la user story, tu auras le ou les KPI qui vont permettre d'aller voir que on est bon côté feature, on est bon côté épique et donc on est bon côté objectif stratégique de la boîte. Ça demande une rigueur à tous les niveaux de la boîte. Et ça demande une transparence. Si je fais ça, ça nécessite que le COMEX bosse les objectifs, les communique, que ce soit compris par tout le monde, que ces objectifs-là, ils soient mesurables. Donc indirectement, on a des KR, si tu veux. Donc même si on n'a pas cette push de key result, on a cette logique de KR, voilà. Et ensuite, c'est vérifiable à tous les niveaux. Et donc il y a une lecture dans les deux sens. Tel micro-task va aller impacter indirectement, ou plutôt, indirectement, tel objectif stratégique. Et tel objectif stratégique que le COMEX nous demande d'atteindre, eh bien, va pouvoir être atteint parce que tel PM, sur ce sprint, va devoir bouger tel petit ticket à 2 points, mais la chaîne de valeur, on la comprend comme ça. Donc j'essaye d'évangéliser aussi, et je trouve que ça marche bien, les gens comprennent de plus en plus, d'évangéliser à nos pratiques aussi au travers des outils qu'on utilise. Voilà. Ok, très clair. Et du coup, cette approche héroïste, quelque part, que tu évoques et qui m'intéresse, et je trouve ça intéressant, hein, le mix sales ou business led growth et le principe product led growth, et je pense que les deux se répondent. À quel point tes estimations et les estimations de l'équipe et les estimations COMEX, elles sont bonnes? Est-ce que vous avez un peu de recul là-dessus? Parce que je trouve ça intéressant de monitorer le ROI, de monitorer l'impact. Mais ce qui est difficile, c'est est-ce que ce qu'on a prédit fonctionne ou pas? Et en fait, si ça fonctionne, jusqu'à quel point? Et si ça fonctionne pas, comment vous réagissez? Alors aujourd'hui, je dirais que ça fonctionne pas à 100% parce qu'on doit être évidemment en constante amélioration, mais on va clairement dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a une logique de PMO vraiment trimestrielle où chacune des tribus va aller vers les équipes métiers, les stakeholders principaux pour rendre des comptes sur ce qui a été prévu sur sur le trimestre précédent, mais aussi préparer le trimestre suivant. Un peu sur la même logique que les sprints, je trouve que les bosser au trimestre, c'est un peu short. Je pense qu'il faut qu'on bosse peut-être davantage au semestre pour se laisser un peu plus de temps et avoir aussi un peu plus de recul sur les résultats. Des fois, on n'a pas suffisamment de résultats pour se dire, OK, est-ce qu'on continue dans cette direction sur le trimestre suivant? Donc, je trouve que ça va dans le bon sens. C'est compris par tout le monde joue le jeu, mais je pense qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour montrer la valeur ajoutée qu'on a amenée. Et je pense aussi que dans notre organisation, cette
cette logique en Scrum nous joue des tours sur l'apport de valeur régulier et justement le fait de montrer que qu'on peut aller vite, qu'on peut se remettre en question. On est encore dans cette logique où on a une bonne idée, on a un sujet qui va bien, on est sur un sprint en cours et on a déjà un sprint au suivant qui est calé. Merde, il va falloir qu'on attende, même si on peut, même si on est une petite équipe, on peut se permettre de le faire. Ça explique, tu vois, le fait que qu'on n'arrive pas forcément à montrer la valeur ajoutée rapidement alors qu'on voudrait et on a la capacité à le faire. Ce côté sprint, je pense, nous enferme un peu et en tant que challenger, je pense que challenger qui se doit d'aller très vite, hein, tant en termes de sales qu'en termes d'apport de valeur et de fonctionnalité pour se démarquer. Il va falloir qu'on fasse autre chose et ça, je pense aussi que et tu vois, peut-être qu'on se reverra dans 3 mois et qu'on se dira, bah non, en fait, on est resté en Scrum, parce qu'on aura trouvé la bonne manière aussi d'articuler les choses. Je pense que le fait de décloisonner aussi un petit peu le temps et d'amener davantage de valeur va permettre de mieux faire comprendre, et davantage d'évangéliser, à nos pratiques produits, en interne. Ok, ouais, non, mais c'est super clair pour moi. Et là-dessus, justement, sur la KPIisation et le challenge de ces équipes-là et de ces équipes métiers, et je reviens sur une question initiale que je voulais te poser, c'est l'expertise métier. À quel point elle est importante ou pas pour toi, parce que du coup, sur les impacts générés, sur les propositions de valeur, tu disais que tu avais commencé à mettre en place de la discovery. Ouais. Voilà. À quel point c'est collaboratif, à quel point, et ça peut être, et je trouve que c'est pas un gros mot, vindicatif aussi de la part des métiers de dire, bah, il faut aller là-dessus, parce que nous, sales, on voit que les besoins sont là. À quel point vous challengez où c'est porté par les équipes produits, et voilà. Donc, déjà, comment se fait l'équilibre entre tout ça? Et est-ce que une expertise métier est importante, prépondérante, ou pourrait créer une valeur ajoutée? Toi, en plus, qui a fait beaucoup d'immobilier. Alors, l'expertise métier, elle est indispensable. Elle est indispensable parce que on a la frustration, comme beaucoup d'équipes produits, de pas forcément avoir suffisamment de temps pour aller sur le terrain et rencontrer, tu vois, des agents immobiliers, des promoteurs, etc. On le fait, hein, on le fait. Il y a pas de souci dès qu'on peut le faire. Mais donc, on a vraiment besoin de ce relais métier qui nous amène les besoins, les problématiques ou même les succès rencontrés par nos clients en utilisant nos produits ou en ne pas utilisant nos produits d'ailleurs. Donc l'expertise métier, elle est indispensable. C'est une boîte qui a été encore une fois montée par les professionnels de l'immobilier, donc c'est vraiment un consortium de professionnels, des fédérations, des constructeurs, des réseaux d'agences, etc. Et donc, on se doit d'avoir cette proximité métier, ce respect de la profession aussi. Et donc, je dirais que on prend les sujets tels qu'ils nous arrivent, c'est les problématiques métiers, et de plus en plus, on les challenge. On les refuse pas, on les challenge. Je te parlais de Jira Product Discovery. Preuve de montée en maturité des équipes. Ouais. Et en fait, c'est de plus en plus compris. Justement par les équipes métiers qui disent ok, je peux pas arriver avec mon besoin, en fait le truc qui concerne 2 agents immobiliers dans le Vercors et tu vois, non mais c'est ça, et pourtant l'agent immobilier dans le Vercors il paye ton abonnement, il en a besoin et il a des gens qui ont des projets immobiliers en face, donc il y a voilà vraiment cette logique finalement à prendre tous les besoins, à les prioriser, et donc toutes les équipes métiers systématiquement maintenant on leur demande l'impact business de ce qu'ils demandent, au travers notamment de ce que j'ai évoqué sur Jira Product Discovery, où finalement tu vas avoir un RICE avec vraiment ton reach, ton impact, la confiance sur les deux éléments précédents, et l'effort ensuite ça va être plutôt de notre côté de l'imaginer, de l'estimer. Donc c'est de plus en plus accepté, et non, voilà, je dirais que l'expertise métier, elle est indispensable parce qu'on est sur un métier qui est compliqué, qui a ses codes,
qui a ses législations. C'est un métier qui est compliqué, qui dépend énormément des besoins sociétaux et des maux sociétaux. Tu vois, on en reparlera peut-être, mais on a été la phase du Covid, ça a été un truc de malade. Tu vois, de se dire que les clients qui utilisent ton produit sont fermés. Les agences étaient fermées. Les gens ne pouvaient plus aller visiter, découvrir les programmes immobiliers. Donc, en fait, ça nous a énormément impacté. Ça nous a aussi permis, je pense, parce qu'on était une petite équipe, d'amener des choses que d'autres acteurs du marché ne pouvaient pas faire. Donc, tu vois, de prendre quelques exemples, hein, mais on a été les premiers à proposer le critère fibre dans la recherche IMO. Parce que à l'époque, on s'est dit côté produit, ok, ben les gens vont de plus en plus bosser en télétravail, et donc quelqu'un qui manipule d'énormes fichiers, tu vois, un graphiste qui envoie à longueur de journée des fichiers de 10 gigas, il faut qu'il puisse les envoyer en 3-4 minutes, donc il va chercher un logement qui finalement est ni plus ni moins que son lieu de travail aussi, son outil de travail, donc il faut qu'il puisse chercher un logement avec fibre, et puis même au global, les gens sont très connectés, donc voilà, critère fibre. Je te donne un autre exemple. On a été les premiers à proposer le critère recharge de véhicules électriques en copropriété. Pareil, au moment du Covid, on s'est dit on a la possibilité, on avait peut-être un peu plus de temps pour bosser sur ce genre de choses, même si on était débordé, hein, parce que on n'a pas arrêté de bosser, mais on s'est dit ok, à cette époque-là, le gouvernement commençait à communiquer sur le fait d'ajouter plusieurs dizaines ou centaines de milliers de bornes de recharge sur l'espace public. Il y a aussi les bornes en copropriété. On s'est dit on veut aussi que les personnes puissent rechercher un bien dans lequel ils vont pouvoir tout de suite brancher leur voiture électrique parce qu'ils en ont déjà. Et c'est encore une fois, ça peut être ton outil de travail, ta voiture, t'es commercial, t'as une voiture électrique qui est mise à disposition par ta boîte, t'as besoin de te charger chez toi. Donc on a été les premiers à proposer ça. Et donc c'est des choses qui sont évidemment fortement acceptées par les agents parce que ça leur facilite aussi le boulot. C'est des choses qu'on arrive à automatiser sans forcément leur demander s'il y a la fibre ou s'il y a une borne de recharge dans le parking de la copro. Donc tout ça, on permet de l'automatiser avec des données qu'on récupère à droite à gauche en passant par des partenariats, en montant des API avec d'autres boîtes, etc. Et donc c'est un truc qui est bien vu. Et ensuite, toute l'intelligence des pros, en fait, on leur confie nos utilisateurs et les gars, à vous de jouer, quoi. Et ça marche bien, quoi. Donc ouais, on est vraiment, chez nous, on a un vrai respect de la profession de l'immobilier. C'est un métier qui est dur, qui est compliqué, qui est fluctuant, qui dépend d'énormément de choses, de nouvelles lois qui arrivent, etc., et qui peuvent d'un coup tout plomber ou relancer la machine. Et donc nous on a vraiment à cœur en tant que produit et plateforme B2B2C vraiment d'aider vraiment les pros dans leur travail du quotidien qui peut être compliqué et à la fois aussi d'aider des particuliers qui ont besoin qu'on les accompagne et ça va du jeune étudiant qui galère à trouver sa colocation et qui tu vois, et qui trouve pas et qui de fait est obligé de repousser peut-être d'une année ses études parce qu'il trouve pas de location, à la famille qui a besoin aussi d'évoluer, d'acheter une maison et qui a besoin de 2 ou 3 pièces en plus parce qu'il y a une naissance. Bref, on est vraiment le reflet, si tu veux, des évolutions de la société et des projets de vie de chacun. Donc c'est assez passionnant à vivre. Donc on a à la fois un vrai respect de toutes les personnes qui passent par notre plateforme pour concrétiser leur projet. Donc le moindre retour, on le prend, parce que quelqu'un qui comprend pas un champ à saisir ou qui comprend pas vraiment un critère, en fait, lui te le dit, tu as peut-être 400 personnes derrière qui la veille l'ont pas compris, donc il faut vraiment qu'on en tienne compte. Et puis un pro qui remonte
il a un souci de remontée de son annonce voilà dans une zone peu peuplée, faut aussi qu'on en tienne compte. Ok, non mais c'est super intéressant et je trouve que les exemples du coup donnent pas mal de matière à tout ça. Peut-être une dernière question un peu structurante pour la fin. Les tendances justement, parce que ça c'était peut-être des tendances d'hier et d'aujourd'hui, les tendances de demain que tu vois, qui vont venir impacter ce marché-là, qui vont venir vous challenger ou pas, ou sur lesquels vous avez envie de surfer aussi potentiellement. Voilà, si tu peux peut-être nous en parler ou nous donner ta vision des choses. Bon, ce serait évidemment assez étonnant que je parle pas de l'IA. Mais du coup, peut-être pour challenger, l'IA dans le domaine IMO, comment tu le vois, quoi, quel niveau d'exploitation? C'est un truc qu'on utilise tous depuis pas mal d'années. En fait, l'IA, tel qu'on le voit vraiment dans les démos de Google, enfin, typiquement, il y avait le Google I.O. hier, il y a des choses assez passionnantes et de malades qui sont sorties. Derrière, c'est des algorithmes et des choses qu'on utilise depuis pas mal d'années, mais qui là, avec les puissances de calcul, permettent des choses de fou. Donc moi, je pense que je vais pas faire ma remarque de vieux con de non, l'IA, j'y crois pas, ça marchera jamais, machin. Je pense que c'est un outil supplémentaire qu'on doit étudier pour vraiment amener la bonne valeur ajoutée. Évidemment qu'on bosse sur des sujets d'IA, c'est une technologie, c'est des possibilités supplémentaires. Moi, je le vois vraiment plutôt comme une rapidité supplémentaire à faire plein de choses qui décuple la capacité ça décuple pour moi la capacité, la vitesse de compréhension et potentiellement la vitesse de traitement. Mais je pense pas que le métier de PM va être remplacé par de l'IA. Je pense qu'effectivement les PM, au global, n'importe quel métier va devoir comprendre ce qui peut tirer en fait de l'IA pour faciliter et peut-être amplifier son boulot. Tu vois, je te donne un exemple. Nous, on fait quand même pas mal de quanti et de quali. Depuis l'an dernier, on passe notamment par Scribe pour faire nos enquêtes en ligne, nos questionnaires en ligne. On utilise de plus en plus l'outil et là, il y a une fonctionnalité qui permet avec l'IA de clusteriser les réponses, notamment quand tu fais des réponses en saisie libre, d'avoir une IA qui derrière tu lui dis classe-moi ça en 4 grandes catégories et puis je vais voir ce que je peux en faire. Ça c'est taré en fait, tu vois, quand tu fais un questionnaire et que tu as 4000 réponses à te palucher, en fait non, c'est juste pas possible. Donc si tu as un outil qui te permet de comprendre le truc, d'affiner, etc., ça c'est fou. Parce que je vais pas dire qu'avant c'était du temps perdu, non, mais c'est du temps passé que je peux potentiellement, que mes PM peuvent potentiellement passer à faire autre chose. C'est chronophage. Et donc ça j'y crois vachement. Donc l'IA, évidemment, on observe vachement ce qui se passe, on observe vachement ce que nos concurrents peuvent faire aussi, mais en fait on fait quand même tous plus ou moins la même chose, on a tous plus ou moins les mêmes enjeux d'utilisation de l'IA pour faciliter les projets des particuliers, en tout cas concrétiser les projets des particuliers et puis aider aussi nos agents pros. Et tu vois, nos agents pros, on les aide aussi avec le fait de ouais, exactement, ou de corriger un petit peu ou d'amplifier les descriptions des agents immobiliers, des annonces immobilières. Donc il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Donc mais voilà, moi Avoir des patterns de qu'est-ce qu'une bonne annonce. Exactement. Mais voilà, ça c'est des choses assez passionnantes. Donc évidemment l'IA on observe, mais je le vois vraiment pas comme une contrainte ou comme un truc qui va radicalement changer notre métier. Je pense que si on l'utilise correctement, ça va nous permettre de faire de belles choses. Et puis il y a un truc aussi, c'est qu'on interroge vachement nos utilisateurs là-dessus et on voit vraiment deux mondes. C'est-à-dire que
t'as les personnes qui dépassent un certain âge, tu vois, on va dire les plus de 30-35 ans, où t'as une crainte quand tu leur dis, la semaine dernière, on a fait un questionnaire là-dessus, justement, où on demandait ce qu'ils pensaient d'avoir un visuel, une photo d'un bien immobilier, sur lequel on met image modifiée via IA. Tu vois, avec des logiques de modification de balance de blanc, t'éclaircis tu mets un ciel bleu, etc. Voilà. Et donc, t'as une tranche de la population qui te dit, j'ai un peu de mal, c'est bien de le mettre, cette information, mais derrière, des gens te disent, j'ai un peu de mal à ce que une IA m'accompagne dans mon projet immobilier. Parce que y a cette crainte de pas forcément matcher avec l'ensemble des critères. Voilà. Et je pense que c'est d'ailleurs peut-être le même persona le même persona qui va peut-être éviter de faire son voyage, tu vois, au Sri Lanka via ChatGPT. Parce que beaucoup de critères et tu dis ok, est-ce que il y a tellement de paramètres que je vais avoir des craintes. Et je peux être ce persona. Voilà. Et t'as une autre tranche, beaucoup plus jeune, qui a l'habitude, typiquement, de ne plus passer par un Google pour faire sa recherche, mais qui va faire sa demande directement sur un ChatGPT. Et là, t'as à l'inverse, une tranche de nos utilisateurs qui nous disent, ah ouais, non, mais c'est ouf, je veux ça, en fait. Quand tu leur dis, on va modifier une image en vidéo, pour l'animer, etc., montrer un peu les perspectives, tu as une 30-35% des gens qui disent « Ah ouais, c'est ouf, je veux ça, et ça va m'aider à concrétiser mon projet. » Donc en fait, il faut qu'on arrive à placer le curseur au bon endroit par rapport à ces sujets d'IA, mais oui, c'est, je pense, le sujet majeur de ces prochaines années, et je parlais tout à l'heure des challengers qui arrivent, c'est des challengers qui sont sur l'IA, et même qui ne proposent que des produits autour de l'IA, et je peux les comprendre. Donc il faut qu'on s'adapte, mais en fait, il faut constamment qu'on s'adapte en fait à la société. Hein. Nous, on représente les projets. Enfin, on est là pour aider la population, toute la population. Donc, on doit s'adapter aux enjeux, aux mouvements sociétaux, aux usages, exactement. Voilà. Bah super chouette. Merci Nicolas pour Merci à toi. toutes ces explications. Peut-être si on veut te contacter. Sur TikTok, non, je plaisante. Sur LinkedIn, vous me trouverez, je pense assez facilement, Nicolas Oisel. Je réponds à tous les messages et il y a souvent des gens qui, tu vois, quand il y a un post avec ton nom, etc., où les gens, des PM qui sont un peu nouveaux dans le métier, qui te posent des questions. Je trouve ça génial en fait. Je trouve ça trop bien. Et je fais aussi ce métier pour ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier, le métier produit, où tu es dans l'échange constant, où toi, au bout de tes 20 ans d'expérience, tu sens que tu peux amener quelque chose aux plus jeunes, mais tu as énormément de choses à apprendre des jeunes générations en termes d'état d'esprit, en termes d'outils, en termes de manière de faire, en termes de c'est un métier qui est assez passionnant, je trouve. Donc n'hésitez pas à me contacter, prendre un café, boire une petite bière ou autre, avec grand plaisir. Magnifique, excellent. Ben voilà, il n'y a plus qu'à contacter Nicolas. Merci pour l'invite en tout cas. Et merci à toi. L'équipe qui bosse sur ces formats, parce que je sais que c'est beaucoup de taf. En amont et ensuite au montage, donc bravo tout le monde. Ça c'est super sympa de valoriser ceux qui sont derrière. Thanks. Merci beaucoup. Merci, à plus tard. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!